J'aurais aimé que le sujet de cette vidéo soit le Galaxy S10, car c'est un sérieux prétendant au titre de smartphone de l'année. Alors, elle ne fait que commencer, mais le S10 a tout, ou presque. Son design est hyper bien peaufiné, il a un stockage conséquent, un lecteur d'empreintes très efficace, un port jack pour ceux qui le veulent, une bonne autonomie, la recharge inversée, un appareil photo plus que correct. Ce qui lui manque, c'est un Face ID, et c'est à peu près tout. Je suis à deux doigts de vendre mon iPhone pour que le S10 le remplace, tout simplement parce qu'il est bien plus actuel. Ce qui m'empêche de le faire, c'est que premièrement, je suis très attaché à iOS, mais surtout que même si je trouve que le produit est extrêmement bien fini, il ne m'excite pas. Il ne m'excite pas car il n'a rien de vraiment nouveau. On a déjà vu le dock chez Honor, la recharge inversée chez Huawei, le lecteur d'empreintes sous l'écran chez d'autres, le S10 est excellent en tout, nouveau en rien. Et pour être très honnête, les derniers iPhones et autres Pixels ne m'ont pas excité non plus. Ça fait des années qu'on creuse un peu plus le plafond de verre de l'évolution du smartphone avec plus de stockage, d'autonomie, une meilleure caméra, etc. Tout ça est très bien à l'usage, mais on se fait chier. Le Galaxy S10 est une belle manière de fêter les 10 ans de la gamme. Il ressemble à la fin d'une ère, un ensemble de technologies qui, à force d'être travaillées, ont fini par être peaufinées. Mais il ne bouge aucun code. Pourtant, changer les codes, Samsung sait le faire. Ils ont toujours voulu se démarquer en allant à contre-courant, bien souvent d'un acteur en particulier. À l'époque, leur cheval de bataille, c'était la taille de l'écran, raison de la sortie du Galaxy Note. Le Galaxy Note était un smartphone gigantesque de 5,3 pouces accompagné d'un stylet, brouillant encore plus la limite entre le smartphone et la tablette. Et on ne peut que reconnaître que le propos n'était pas insensé, tant la demande de smartphones toujours plus grande a cessé d'augmenter. 5,3 pouces, ce n'est plus du tout considéré comme gigantesque, c'est plus petit que mon iPhone de 5,8. À titre de comparaison, la gamme Note a atteint la taille de 6,4 pouces avec le Note 9. N'en déplaise à Steve Jobs qui pensait qu'un écran dont le pouce ne voit pas le bout était une hérésie, ce qu'on appelait la phablette, contraction des mots phone et tablette, s'est vite imposé comme un standard, jusqu'à rendre sa dénomination obsolète. Samsung a vu juste. Le format grandissant n'était peut-être pas des plus ludiques à l'usage, mais une nécessité absolue avec l'évolution de notre consommation de médias. Si bien que ça ne s'est jamais arrêté. Plus nous consommons de photos, de vidéos, de jeux vidéo, de fils d'actualité, plus la taille de nos smartphones augmente. Le problème, c'est qu'il y a une limite à ça. La taille de nos mains et celle de nos poches. Samsung l'a compris avant même le Galaxy Note en développant ce qui au fond est peut-être leur première phablette, le Galaxy Fold. Ça faisait des années qu'on l'attendait, qu'on voyait des vidéos, des concepts, des leaks, des brevets. Samsung l'a annoncé, le premier smartphone pliable grand public sortira en avril 2019. Il s'agit d'un smartphone avec un écran de 4,6 pouces que vous pouvez déplier comme un livre pour passer sur un écran de 7,3 pouces, ce qu'on peut considérer comme étant une petite tablette. C'est résumé en une phrase, mais c'est des années de recherche pour concevoir la charnière permettant de déplier et replier le smartphone. Pendant la conférence Samsung, j'avais du mal à me faire un avis sur le Fold. D'un côté, j'avais devant moi une prouesse technique avec une date de sortie, de l'autre côté, j'avais l'impression de faire face à un prototype, pour plusieurs raisons. Son écran en façade est ridiculement petit par rapport à la surface de l'objet. À l'époque du borderless, je me vois mal utiliser ce qui ressemble plus à un Tamagotchi qu'à un smartphone. Après ces nombreuses moqueries vis-à-vis de la pomme, j'ai été surpris de voir un notch assez disgracieux. Comme quoi, et une fois replié, c'est une catastrophe. En effet, comme le souligne Samsung, le Fold se ferme comme un livre, avec un stylo en guise de marque-page. Une part de moi était donc extrêmement déçue, j'en attendais plus. Mais c'était le seul smartphone que je pouvais imaginer acheter, simplement parce que c'était possible. Ça a duré 4 jours. 4 jours plus tard, je me rendais à la conférence de Huawei pour découvrir leur smartphone pliable, le Mate X, annoncé pour mi-2019. En quelques minutes, Huawei a défoncé 8 années de travail de la part de Samsung. Le Mate X est plus beau, il se replie mieux, son écran est plus grand, il est plus fin. Je n'ai aucun doute sur le fait que le Samsung est certainement bien mieux fini, surtout au niveau de l'écran. Je n'ai pas testé les produits, je ne peux vous dire si l'un est meilleur que l'autre. Mais sur les choix prix, le Mate X correspond bien mieux à l'image que je me faisais du smartphone pliable. Et c'est pas la première fois que Huawei vole la vedette à Samsung. Le P20 Pro a été le premier smartphone avec une triple caméra dorsale et la charge inversée un an avant le S10. Le P20 Pro dispose d'un véritable Face ID, quand Samsung ne semble pas aller dans ce sens. Huawei était un des premiers acteurs à équiper leur smartphone d'USB-C avec le Nexus 6P quand Samsung était encore sur du micro USB. Ils sont devenus l'un des premiers fabricants à adopter un processeur neuronal dédié, un an avant Samsung. Samsung a pour moi toujours été un fabricant, un excellent fabricant. Mais quand on regarde de plus près, même dans ce domaine, ce ne sont plus les novateurs. Le fossé entre le Fold et le Mate X ne fait qu'accentuer ce constat. Mon but ici n'est pas de défoncer Samsung, ce qu'ils ont réalisé est une véritable prouesse technique. Et pour enlever un peu de paillettes à Huawei, sachez qu'il y a de forts soupçons de vol de technologie. Tenez, on va partir du principe que Huawei a volé les plans de la charnière à Samsung. Comment se fait-il qu'avec la même technologie, l'un fonctionne bien mieux que l'autre? Car encore une fois, Samsung confirme ce que je dis depuis des années, ce n'est pas un créateur. Ils ont expliqué le fait que le Fold se referme vers l'intérieur, contrairement au Mate X pour protéger son écran. Ça se tient, mais ça les oblige à mettre un second écran en façade qui visiblement n'était pas leur priorité. Dommage, c'est censé être un smartphone. Là, on dirait plus une tablette pliable avec un écran qui affiche l'heure. En parlant de tablette, parlons un peu de ce notch. L'encoche n'est pas un élément de design, c'est une limitation technique. Il semble enfin l'avoir compris. Sauf que cette limitation technique n'a pas lieu d'être sur un smartphone pliable. Parce que sur un smartphone pliable, la caméra avant et la caméra arrière, c'est la même. Huawei l'a compris et a fait un système ingénieux pour le réaliser, quand Samsung a fait pas moins de 6 caméras. 3 à l'arrière, 2 à l'avant, une sur la partie smartphone. Le système de poignée du Mate X permet non seulement d'avoir les mêmes caméras pour l'avant et l'arrière, mais il permet aussi de correctement replier l'écran, pour atteindre une fois refermé l'épaisseur de 11 mm. C'est 17 mm pour le Fold, supérieur de plus de 50%. Samsung a créé une charnière, puis ils ont pris 2 smartphones qu'ils ont assemblés, ils ont mis un écran vite fait en façade et tada, un smartphone pliable. Le problème avec le Galaxy Fold, c'est que Samsung a tenu à être le premier à annoncer un smartphone pliable. C'était donc à eux d'en définir les codes, d'en expliquer l'usage. À en croire Twitter, c'est un échec. C'est nul, ça sert à rien, c'est cher. Tant d'arguments que j'ai pu lire venant casser un peu l'engouement que j'avais pour cette technologie. Est-ce la faute de Samsung? Pas totalement. Ce type de réaction ne m'étonne plus, mais il me rappelle à chaque fois à quel point les gens ne comprennent pas la technologie. La technologie, c'est les moyens qu'on met en place pour répondre à un problème ou à un besoin. Le smartphone pliable répond à ces deux critères. Il répond à la demande exponentielle d'écran plus grand tout en réglant le problème d'usage à la main et de portabilité. Un écran de 8 pouces format tablette rentrera difficilement dans votre poche. Avec le smartphone pliable, c'est possible. Il vous offre la possibilité d'avoir un smartphone et une tablette dans le même produit. Un smartphone pour un usage très simple, une tablette pour une plus grande surface de contenu
continu ou du multitâche. À partir de là, j'ai du mal à comprendre le bashing que j'ai pu voir. J'ai du mal à le comprendre, mais je l'explique. En réalité, il se passe ce qu'il se passe toujours lorsqu'une nouveauté est annoncée. À la présentation de Face ID, les gens disaient on est habitué au lecteur d'empreintes. À la présentation des AirPods, les gens disaient c'est juste des écouteurs sans le fil. À la présentation de l'iPhone, les gens disaient on est habitué au clavier physique. Vous êtes un frein à l'innovation. Et paradoxalement, vous êtes en demande constante de cette dernière. Ça fait des années qu'on se plaint du fait que les smartphones n'évoluent plus, que seule la caméra change, on augmente un peu la batterie, etc. On vous propose un smartphone qui se déplie pour obtenir une tablette permettant ainsi de redéfinir son usage, mais ça sert à rien. Après le MWC de l'année dernière, je me souviens que les critiques tournaient autour du fait que les concurrents se contentaient de copier l'encoche de l'iPhone. Cette année, ils vous proposent un nouveau marché avec un form factor revisité, de nouvelles possibilités à une époque où les smartphones tendaient plus à devenir un écran et rien d'autre, mais ça sert à rien. Le problème avec le smartphone pliable, c'est qu'il ne reflète en rien l'image que vous faisiez du smartphone du futur. Le problème avec l'image que vous faisiez du smartphone du futur, c'est qu'elle n'existe pas. Le problème avec le smartphone pliable, c'est que sur votre Tinder de l'innovation, vous avez liké continuellement attendant la rencontre de votre vie sans jamais en définir les critères. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on vous propose un verre que vous refusez, par peur de l'inconnu. Le problème avec le smartphone pliable, c'est vous. Ce qui me dérange avec ces réactions, c'est que la plupart ne font preuve d'aucun recul ou de nuance. Je vous avoue ne pas avoir une vision extrêmement claire de l'avenir du smartphone pliable, mais j'aime ce que je peux en percevoir. Je fais confiance à ces acteurs qui travaillent dessus depuis des années. Je pense qu'ils ont bien étudié la question et on ne parle pas d'un acteur isolé. On parle de Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo, LG et j'en passe. Plein. Le problème avec ces critiques, c'est qu'elles ne se basent que sur ce que le smartphone pliable est, pas sur ce qu'il sera. Et c'est la pire erreur à faire lors d'un débat technologique. Cette erreur est compréhensible. À partir du moment où un acteur propose un produit sur le marché, on s'attend à ce qu'il soit meilleur que ce que l'on connaît déjà, surtout s'il vaut 2 fois son prix. Le smartphone pliable est plus lourd, plus épais, plus fragile et plus cher. Tous ces arguments s'entendent si vous voulez vous convaincre de ne pas acheter les modèles actuels, pas pour démonter l'entièreté du principe du smartphone pliable. Dans une génération comme la nôtre, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse passer à côté du fait que les nouvelles technologies à leur début sont assez grosses, pèsent assez lourd, sont assez fragiles, puis s'améliorent avec le temps. Le pire, je crois que c'est pour le prix. Alors je vais le dire une bonne fois pour toutes. À ses débuts, une technologie coûte cher. Elle coûte cher parce que la R&D coûte cher, la fabrication coûte cher et la faible présence de concurrence fait évidemment monter le prix. Puis la concurrence arrive sur le marché avec de nouvelles techniques, plus de main-d'œuvre, d'expérience ainsi qu'un public. Le marché est régulé. Pour vous donner un ordre d'idée, les premières télé 4K se vendaient dans les 8000 €. Je vous laisse regarder leur prix actuel et constater que ce sont désormais les télé 8K qui vont coûter des sommes astronomiques. Ça fonctionne comme ça. Alors oui, le smartphone pliable est extrêmement cher, il est plus épais, son écran fait des reflets bizarres et on n'a pas d'exemple d'usage flagrant, pour l'instant. Mais on ne peut constamment reprocher l'absence d'innovation et cracher autant son venin quand elle arrive. Je ne suis pas en train de vous dire que le smartphone pliable est forcément l'avenir. Peut-être pas. Mais aucun des arguments que j'ai vus n'était réellement réfléchi. Tous se contentaient de sortir des phrases toutes faites qui font abstraction des lois de la technologie. L'une d'entre elles étant que la technologie ne s'arrête pas à ce que vous seriez susceptible d'acheter. Je pense que les smartphones pliables vont finir par convaincre. Pour ça, il faut que l'industrie avance sans même demander l'avis du public. Suite à ça, il faut qu'un acteur principal occupe le rôle de convaincre. Et ce ne sera pas Samsung. Mais ils occupent un rôle primordial. Être le premier à sortir une technologie, c'est un pari. Le Galaxy Fold est un succès industriel car il montre son savoir-faire à la concurrence qui sont aussi ses clients. Mais en essuyant les plâtres des débuts d'une technologie, ils échouent dans ce qui aurait dû être le commencement d'une nouvelle ère pour la gamme Galaxy. Au risque de me répéter, Samsung est avant tout un fabricant. Et il en faut. Ce n'est pas Apple ou Google qui vont concevoir ces écrans si techniques, ce sont des entreprises comme Huawei, LG ou Samsung. Le Galaxy Fold n'est pas destiné à être vendu à la masse, son objectif est de montrer une réelle démonstration de force de la part du coréen. Il était primordial d'être le premier à en faire la présentation pour marquer la petite histoire de la tech, au même titre que les Américains lors de la mission Apollo 11. Samsung, Huawei, Xiaomi et j'en passe plein viennent de poser les premières pièces de la fusée. Nous entrons dans une guerre technologique avec de nouveaux form factors, de nouveaux usages. Si Apple n'est pas encore entré dans la mission, ils développent très certainement une solution de leur côté, et elle va, je pense, encore une fois faire très mal. Ils vont sûrement attendre, déjà pour voir ce que fait la concurrence et parce qu'ils ne sont pas prêts. Je pronostique un iPhone pliable pour 2021-2022. Non seulement leur capacité à définir les codes et les usages est une force incontestable, mais le plus important dans la guerre au smartphone pliable va être l'OS, leur principale force. C'est par l'OS et les apps qu'on va se rendre compte des capacités du smartphone pliable, et il se pourrait qu'en prenant de l'élan, Apple soit le premier à faire décoller la fusée. Mais peu importe, ce qui compte c'est qu'on réussisse la mission. Même si on le sait tous, à la fin, ce sont les Américains qui vont sur la Lune. Merci à tous, c'était Léo Duff.